Donc, c'est lancé. Mais là, on va plus oser parler entre Oui, nous parce c'est qu'on ça. dit des choses moins Oh intelligentes et non! alors c'est enregistré là. Alors, Je vous promets que je le coupe, par contre. il y a bien des politiciens qui se sont fait avoir avec ça. Bon. Euh, je fais Pas des blagues, évidemment. machiavélique, inquiétez-vous pas. Je reviens dans une petite minute. Cool. Fait que c'est ça, c'est correct pour vous, ben Pierre-Olivier, Claudia, puis ben William, je pourrais lui poser la question, mais il y avait les petites questions suggérées à la fin pour la petite partie où je vous relancerai un peu avant qu'on passe à la salle. Mais si ça vous va, vais peut-être improviser, est-ce que ça vous convient par rapport à ce que j'entendrai que vous allez dire, parce que on essaie d'anticiper des choses, puis c'est sûr que ces questions-là seraient tout à fait pertinentes, mais peut-être qu'il y aura des éléments un petit peu plus euh, c'est Oui, tout ça, à fait. Moi, ça me ancré, là. va parfaitement, oui. Parfait. Moi, j'étais embêtée, honnêtement, là, avec la question pour les meilleures solutions pour appliquer. J'ai peu de choses à dire, honnêtement, mais ma réponse, ça serait courte. Alors, si vous voulez m'en poser une autre, c'est parfait. Mais Parfait. oui. Donc, vous parlez de la troisième, là. Quelles sont les voies et les solutions les plus prometteuses sur lesquelles on devrait miser au Québec? Oui, exactement. Parce que mon principal discours, c'est que pour l'industrie de la chaux-vive, la solution n'est pas simple, mais parce qu'on a beaucoup d'émissions qui sont reliées à la transformation du produit comme tel et pas seulement à la consommation d'énergie. Ah oui, c'est ça. Fait que toute la nuance, elle est vraiment au niveau du les plus prometteuses. C'est pas facile de résumer ça. On peut presque pas parler de. C'est trop complexe pour qu'on puisse y répondre parce que. En tout cas, c'est Les super plus intéressant. prometteuses, c'est que je crois qu'elles sont encore dans les laboratoires de la recherche. Donc, moi, je ne le connais pas du tout, là, les plus prometteuses. OK, OK, c'est bien. En soi, c'est très intéressant. Fait que si jamais on va vers cette question-là, il n'y a absolument aucun enjeu non plus là, de le présenter comme ça. C'est vraiment un élément OK. important qu'on ne Donc, connaît pas aussi, là, souvent. je demeurerai moi-même dans ce cas. Ben, bien entendu. Claudia, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse aujourd'hui. Le but vraiment du panel, c'est d'avoir une discussion entre plusieurs acteurs issus de plusieurs secteurs et disciplines. Donc, il n'y a pas de questions, de réponses parfaites. Donc, allez-y vraiment avec au mieux de vos connaissances, puis avec ce que vous pensez. C'est pas nécessairement des solutions d'ordre technologique, ça peut être aussi, vous pouvez sortir de ce cadre-là également, puis de, tu sais, y aller avec votre opinion ou avec l'idée de Grémont, tu sais, un idéal. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de réponse parfaite là, aujourd'hui, là. Ben, c'est très bien. Question, On- excuse-moi. Le timing est quand même serré dans le programme. Je pense que je sais pas. Je vais faire mon bout, fait que je vise mon 8 minutes. Je ne pourrai pas dépasser. J'ai mon timer. Mais ouais. C'est C'est juste serré, pour c'est dire que clair. j'ai. En tout cas, ça va peut-être avoir l'air beaucoup ce que je présente, mais je rentre dans 8 minutes. C'est bon. Puis j'ai dit tantôt pendant que tu n'étais pas là, William, que je vais peut-être improviser un peu par rapport aux trois questions qui avaient été suggérées. Tu sais, si jamais je m'accroche plus à ce que vous dites, là, est-ce que ça te va, toi? Oui, oui. OK, parfait. Je crois que c'est mieux. On Je n'entend pas parle Jennifer. avec mon micro fermé, je m'excuse. Donc, il est demi, je vais lancer le webinaire. Les gens vont commencer à tranquillement se connecter. Je dis les quelques mots, puis je vous donne la parole, Marie-Luc. Parfait. Donc, le webinaire est lancé. Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Donc, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être là en grand nombre à ce petit déjeuner des dialogues pour le climat qui a été
le fruit d'une collaboration entre le Climatoscope et l'Université de Montréal. Donc, aussi, ce matin, on a un petit déjeuner à saveur d'industrie, donc un secteur industriel sobre en carbone. Est-ce que c'est possible? Donc, cet événement se déroule en virtuel. Toutefois, la plupart d'entre nous se trouvent sur le territoire de Tiohtià:ke, donc qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Montréal, qui est un territoire qui a longtemps servi d'échange pour les peuples autochtones. Donc, nous tenons à les honorer ce matin. Donc, l'événement aujourd'hui va être enregistré et disponible plus tard sur YouTube. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et à la fin, nous aurons une courte période de questions. Donc, Marie-Luc, je vous laisse la parole. Bon webinaire. Merci beaucoup, Jennifer. Bienvenue à tout le monde. Alors, je me présente, Marie-Luc Arpin. Je suis professeure de management à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. La raison de ma présence ici aujourd'hui, en fait, j'animerai le panel. J'ai l'honneur de recevoir, d'avoir avec moi Claudia Hood de chez Grémont, William Wilson de l'Université de Sherbrooke en génie et Pierre-Olivier Pinault des HEC Montréal. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Je prends seulement quelques minutes pour lancer le bal à partir de quelques éléments de contexte. Comme on le sait, dans le fond, le secteur industriel est un grand émetteur au Québec. On va le situer deuxième, troisième rang après bâtiments et transports en général. Des émissions qui sont de l'ordre de 44 ça varie selon les sources. Maintenant, c'est un secteur qui a vu des émissions en baisse depuis 1990, substantielles, qui est nécessaire aussi pour le roulement de l'économie, puis assurer, soutenir un peu la subsistance, et en même temps qui présente à ce jour d'importants défis en termes d'émissions. Donc, c'est ça qu'on veut adresser aujourd'hui, ce secteur-là qui comporte des défis complexes en termes de décarbonation. C'est pourquoi on a trois excellents panélistes avec nous. Donc, je m'arrêterai à ça. On parlera de solutions, on parlera d'enjeux, bien évidemment, mais tout d'abord, trois présentations qui vont permettre de plonger dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec William, une présentation sur la place des industries dans l'atteinte des réductions des cibles d'émissions du Québec. On s'intéressera sans doute beaucoup au ciment-béton. Ensuite, le rôle de l'industrie en soi. On aurait un exemple authentique avec Claudia Hood de chez Grémont. Et finalement, un propos, une vue d'ensemble, une montée peut-être en hauteur avec Pierre-Olivier Pinault des HEC Montréal. On aura une petite séance de questions rapides et rapidement, on en vient à vos questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas tout au long des présentations à nous suggérer des thématiques, faire des commentaires, mais aussi nous signifier des questions que vous auriez envie de poser de vive voix là, à nos panélistes aujourd'hui. Donc, lançons-nous sans plus tarder. Donc, on commencerait avec William qui va, je t'invite à partager ta présentation. Là, la parole est à toi. Alors, bonjour, bonjour. Alors, je vous présente, on commence avec le sujet qui est le sujet de mon intérêt de recherche, les ciments et bétons. J'ai un titre qui fait écho au titre de l'activité d'aujourd'hui, des ciments et bétons sobres en carbone, c'est possible. Alors, je ne parlerai pas de toute l'industrie, mais je vais parler de l'industrie des ciments et bétons. Donc, pourquoi on parle de ça? Ben, le rôle du béton dans les sociétés modernes est assez important. C'est plus de 1 mètre cube de béton par an par humain. Fait que 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, c'est quand même un gros bloc par humain en moyenne. Puis on en a besoin si on veut faire de la transition énergétique, si on veut faire du transport en commun. Je vous dis juste quelques exemples. On ne pourra pas se passer du béton avant un certain temps. Ceci étant dit, c'est un secteur qui a un impact significatif au niveau des gaz à effet de serre. Je vous amène quelques chiffres de l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2020. Les cimenteries, les usines de chaux représentent 13 des émissions de GES de la combustion industrielle. Puis, c'est présenté dans un graphique comme ci. Alors, on voit qu'au fil des années, les émissions de GES de la combustion industrielle au Québec ont diminué. Par contre, celles des cimenteries et usines de chaux semblent relativement stables. Il y a des raisons pour ça. Ça présente un certain défi à réduire.
Il faut aussi noter que les émissions de GES industriels sont pas seulement au niveau de la combustion, mais au niveau des procédés, puis les cimenteries usines de chaux, c'est 18 de ces procédés-là. Donc, on a un impact significatif, il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vous présente quelques exemples de solutions commerciales. Puis là, je les ai choisis, puis j'ai beaucoup de difficultés à choisir parce que je ne veux pas faire de favoritisme de certaines solutions. Je ne dis pas que ces solutions sont meilleures que d'autres, mais je trouvais qu'il y avait un marketing intéressant pour vous illustrer ce qui est possible de faire. Fait qu'ici, on a Ecosem qui nous suggère une technologie de béton qui permet de réduire de 70 les émissions associées au béton. On a Hoffman Green Cement qui coupe par 6 les émissions de CO2. On a ici la famille des EcoPack. En fonction de ce qu'on a besoin, on pourrait avoir de 30 à 90 de réduction du CO2. Puis on a ici Carbicrete qui produit des blocs négatifs en carbone. Donc, en produisant nos blocs, on va fixer du carbone. Donc, c'est le sorte de solutions qui sont qui sont commercialisées maintenant, qui sont disponibles. Puis, ben, il y en a plein d'autres. Puis, en fait, ici, je vous illustre quelques autres technologies qui sont nouvellement commercialisées ou en développement. Fait qu'on pourrait avoir les ciments aux argiles calcinées, la poudre de verre, les subproduits miniers, du durcissement par carbonatation accélérée. Puis là, on a de la difficulté à suivre parce qu'il y a vraiment une explosion de solutions technologiques qui sont en train d'arriver sur le marché. Puis le timing, c'est plutôt maintenant. Puis là, on peut se poser la question, ben, parmi toutes les technologies, lesquelles on devrait privilégier. Puis pour répondre un peu à ça, ou pour aider à répondre à ça, je vous fais un petit retour sur le béton, qu'est-ce que c'est. Fait que pour l'histoire du béton commence généralement en cimenterie. En cimenterie, on va prendre euh, différents types de minéraux, de roches qu'on va broyer, cuire à 1400 degrés Celsius. En plus de l'énergie qu'on a besoin pour faire ça, on va décarboner la roche calcaire, on va sortir le CO2 qui est fixé dans la roche. On a un bilan carbone qui est pas super pour produire du clinker. Par contre, le clinker, c'est un matériau assez magique. On va le broyer, ça va nous faire du ciment Portland. Puis, éventuellement, on va prendre ce ciment-là, on va l'amener à l'usine à béton, on va mélanger le ciment avec les granulats, le sable et l'eau, ça va nous donner du béton. Donc, ça, c'est l'histoire un peu simplifiée du béton. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on s'en tient à ça. Puis là, ben, si on se dit comment réduire l'impact carbone du béton, ben, il faut travailler au niveau du clinker, du ciment, du béton. Il faut aussi travailler au niveau des phases d'utilisation puis fin de vie du béton, où il y a des gains à faire avec différentes solutions. Donc, comment on peut faire ça? Est-ce que c'est en utilisant des combustibles alternatifs pour la production du clinker, possiblement l'électricité? On a beaucoup d'électricité au Québec. Si on pouvait utiliser l'électricité pour faire du clinker, ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est plutôt au niveau du ciment? On peut valoriser différents sous-produits industriels en remplacement partiel du clinker. Est-ce que c'est plutôt au niveau du béton, la digitalisation de la production du béton va devenir plus efficace? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'utilisation? Est-ce qu'on en augmentant la durée de vie de nos ouvrages, ben, c'est certain qu'on a besoin de moins de ressources. Si on a un pont qui dure 2 fois plus longtemps, ça va nous prendre 2 fois moins de matériaux, pas tout à fait, là, mais on pourrait faire ce genre de réflexion. Puis éventuellement, en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a toutes sortes de choses qui se développent, comme la réabsorption du carbone en fin de vie. Donc, parmi ces technologies, lesquelles on devrait privilégier, ben, en fait, la question n'est pas tout à fait bonne parce qu'en fait, on est rendu à un point où on a des grands changements qui doivent s'opérer à tous les niveaux. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est les associations de ciment, que ce soit les associations européennes ou le Global Cement and Concrete Association. Et l'idée, c'est en fait de travailler sur tous ces différents axes-là en même temps. On ne va pas y arriver si on ne travaille pas sur l'ensemble des différents axes. Ceci étant dit, comment mettre en œuvre rapidement un maximum de technologies? C'est pas si simple. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au groupe de recherche Ciment et Béton de l'Université de Sherbrooke, qui est composé de 4 professeurs, éventuellement un 5e va se joindre à nous. Puis, ben, il y a toutes sortes de choses qui ont été développées au fil des années. Puis, là où on s'en va, ou ce qu'on veut créer, ce qu'on est en train de créer, en fait, ce qui est assez bien avancé, c'est un pôle multi-échelle de développement des éco-bétons. Puis l'idée, c'est qu'on a des partenaires dans les différentes parties prenantes, puis on veut agir comme forum fédérateur pour mettre en œuvre les technologies qui sont prêtes pour le marché vert. Donc, on va partir des propriétaires d'ouvrages, les gouvernements qui ont des besoins. Les propriétaires d'ouvrages veulent réduire leurs émissions. Fait que ça, c'est un des groupes de partenaires. Puis d'un autre côté, on a des fournisseurs de matériaux, des technologies cimentaires. Je vous en ai montré quelques-unes.
qui veulent mettre en œuvre leurs matériaux. Puis pour faire tout ça, ben, on a besoin d'avoir les ingénieurs, architectes, entrepreneurs et autres. Puis éventuellement, tout ça est fait avec les scientifiques de différentes disciplines. C'est que ce pôle qu'on est en train de mettre en œuvre vise à rassembler tous ces gens-là pour rapidement euh, adopter des nouvelles technologies faibles en carbone. Donc, l'approche, et je vais aller relativement rapidement ici, l'idée, c'est d'être vraiment, de faire une ingénierie multi-échelle du matériau béton, à partir de l'échelle de la structure jusqu'au béton lui-même, jusqu'à la microstructure. Puis c'est assez important. Je vous présente un exemple en accéléré où ce qu'on a fait, par exemple, avec la poudre de verre, on peut aller voir ici, on est à un dixième de millimètre, puis on voit, quand on ajoute de la poudre de verre, on passe d'une certaine situation à une autre, mais en fait, ça a plein d'impacts sur les propriétés. Fait qu'on passe de cette échelle-là, et ça a été fait entre autres dans le cadre de la SAQ de valorisation du verre sur les matériaux de mes collègues. Puis, bon, il y a plein d'avantages à utiliser la poudre de verre. Ça fait longtemps que c'est en cours, de l'ordre de 15 ans. Et éventuellement, on a plus de 200 projets sur le terrain qui ont été réalisés. Donc, on est parti de la toute petite échelle, puis on s'est rendu sur le terrain. Donc, ça, c'est juste un exemple. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vous présente celui-là. Mais l'idée ou le défi actuel, c'est raccourcir à quelques années l'adoption des technologies disponibles et en développement. Ça a pris de l'ordre de 15 ans pour la poudre de verre. On veut faire ça en l'ordre de 3, peut-être 5 ans pour les nouveaux matériaux grâce au pôle multi-échelle de développement des éco-bétons. Alors, c'est un peu la vision actuelle. Je vous présente une vision très qui vient du monde de la recherche académique, mais qui est associée avec des partenaires industriels aux différents niveaux. Donc, selon moi, des ciments et des bétons sobre en carbone, c'est possible. Et il s'agit de mettre tous les acteurs ensemble et de mettre en œuvre les solutions qui sont actuellement développées ou en développement. Merci, William. Effectivement, le temps respecté à la lettre. Très intéressant. Donc, déjà un premier portrait, un premier élément que tout de suite on va mettre en dialogue avec le propos de vous, Madame Claudia Hood de chez Grémont. Donc, dans le domaine des engrais, de la production d'engrais, la parole est à vous. Ah, je vais vous corriger tout de suite, on ne produit pas d'engrais. La De chaud, chaux-vive, je m'excuse, c'est moi, lapsus, je suis désolée. Mes il n'y a pas de excuses. problème. Euh, merci beaucoup. Effectivement, je représente la compagnie Grémont, qui est une compagnie canadienne. Euh, excusez-moi, là, je fais... Mhm. Ah, voilà. Excusez-moi. Grémont est un chef de file mondial. C'est une entreprise familiale canadienne. On a pour mission de contribuer à un monde sans carbone en fournissant des solutions de chaux et de calcaire essentielles. Et j'ai mis une carte où est-ce que nous avons des usines partout dans le monde. Donc, on en a au Canada, Je aux m'excuse, États-Unis. Madame Hood, je veux juste vous dire qu'on ne voit pas votre PowerPoint. Est-ce que c'était normal? Non, c'est pas OK. normal. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Fait que je pense que le partage, c'est pas bien effectué. Peut-être. Je pense que je m'étais pratiquée. Il Quoi que ça fait ça. OK, je vais le sortir de là. n'y a aucun souci. Je William nous avait donné du m'excuse. temps. Pas de Ah problème. oui, OK. Euh, bon, Ça s'en vient. Donc, ça ça devrait bien s'en vient? marcher. Là, on voit votre desktop, je crois. Vous pouvez cliquer tout simplement sur votre PowerPoint, puis on va le voir maintenant. Oui. Pensez-vous? Et Et Ça voilà. voilà. fonctionne comme ça? Oui. OK. Alors, bon, chef de file mondial, je voulais vous montrer les emplacements de la compagnie, où est-ce qu'on a des bureaux et des usines de production. On en a en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et aux Philippines. Les installations typiques d'un producteur de chaux, je n'ai pas de belles photos comme M. William, mais ça ressemble beaucoup à un producteur de ciment. En fait, on a un gisement de pierre calcaire pure qui est du carbonate de calcium. Euh, Nous avons des usines pour transformer cette pierre calcaire-là, donc des usines de concassage et ou de pulvérisation.
Nous avons des procédés de calcination pour transformer le carbonate en oxyde de calcium et nous avons des procédés de transformation de chaux vives pour les transformer, entre autres, là, les amener à la bonne granulométrie. On les entrepose en silo et on les livre aux clients. Et la livraison se fait par wagon ou par camion. Il y a également certaines usines qui ont des hydrateurs pour ramener l'oxyde de calcium en hydroxyde de calcium. Donc, le procédé est semblable à ce qu'on vient de voir au béton, c'est qu'on prend la pierre calcaire, qui est le carbonate de calcium, on le soumet à une chaleur intense de 1200 degrés Celsius et le CO2 se dégage du carbonate pour nous laisser avec un oxyde de calcium. Donc, c'est vraiment très semblable à ce qu'on vient de voir. Le CO2 est dégagé à la cheminée avec les gaz de combustion. Au niveau des applications, pour moi, il était très important d'en parler parce que la chaux vive, je m'amuse souvent à dire que c'est le plus vieux produit du monde. Les Égyptiens en produisaient. Il y en a dans le béton romain des vieilles constructions qui existent là-bas. Alors, les applications, on les retrouve au niveau de l'agriculture et de l'alimentation. Si vous mangez des chips au maïs ou des tortillas, vous allez retrouver de l'hydroxyde de calcium parmi les ingrédients. C'est utilisé aussi dans la conservation de la pomme dans l'Ouest canadien. Il y a beaucoup d'applications industrielles pour la chaux vive. Il y en a dans la fabrication de l'or, de l'acier, du papier. Et il y a beaucoup d'applications pour l'assainissement de l'environnement avec la chaux vive. On parle d'assainissement des gaz de combustion, l'assainissement de l'eau potable et des eaux usées. Au niveau de l'application comme telle, comment ça fonctionne de la chaux vive, il y a beaucoup d'applications qui consistent à recombiner la chaux vive avec du CO2. Entre autres pour le papier, c'est vraiment ça, c'est qu'on fait un lait de chaux et on fait barboter cette solution aqueuse avec du CO2 à une température et pendant une période déterminée. Et le résultat de ça, c'est que le carbonate de calcium se précipite et ça devient avec des cristaux, avec une finesse déterminée, un ingrédient essentiel au papier soit pour le rendre plus épais, plus solide, soit pour le rendre plus brillant. D'autres applications, c'est la même chose également, c'est qu'au fil du temps, ça va se recombiner avec le CO2, mais de l'air ambiant. C'est le cas pour les applications d'agriculture et de stabilisation des sols, mais ça, c'est un procédé beaucoup plus lent au fil du temps. Donc, les zones d'action pour la réduction des gaz à effet de serre dans une usine de transformation de chaux vive, c'est à deux endroits. C'est au niveau de la combustion et c'est au niveau du procédé comme tel. Donc, ici, au Québec, nous avons deux usines de production de chaux vive. Il y en a une qui est située à Marbleton ou à Dodswell, je devrais dire, près de Sherbrooke, et une autre à Bedford qui est en Montérégie. Il y a 66 des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du procédé comme tel, alors que 34 des émissions proviennent de la combustion. Jusqu'à maintenant, la compagnie Raymond a fait des efforts pour réduire ses émissions. C'était très fidèle au graphique que nous avons vu précédemment. Euh, les efforts ont été mis à améliorer les équipements. Les fours les moins performants ont été fermés, alors que la production a été rapatriée aux fours les plus performants. Et on a essayé également là, de remplacer le combustible fossile par des combustibles alternatifs, dont en 2008 en Estrie, on a des installations pour utiliser de la biomasse et remplacer une proportion du charbon et du coke de pétrole qui était utilisé. Depuis 2013, je vous dirais que les efforts sont mis sur vraiment utiliser le gaz naturel à 100% dans nos fours. Fait que c'est court, mais c'était essentiellement la présentation de la compagnie. Merci beaucoup.
Donc, déjà, on voit c'est ça, cette mise en dialogue-là, elle opère. Je vous invite à nouveau à penser à vos questions ou brûlantes que vous voudriez poser à nos panélistes. Dans la foulée, je passe la parole à Pierre-Olivier Pinault de HEC Montréal, spécialiste de l'énergie. On vous écoute. Merci, Marie-Luc. Alors, je vais vous parler de différentes avenues de décarbonation industrielle. Alors, comme Marie-Luc l'a mentionné, je fais un peu un retour plus général sur différents éléments. Et en fait, l'essentiel de ce que je vais vous dire vient d'un projet que j'ai mené avec plusieurs collègues. Et donc, c'était vraiment un très grande collaboration sur les portraits et pistes de réduction des émissions industrielles de gaz à effet de serre au Québec et un deuxième volet sur les stratégies de circularité pour la réduction des émissions de GES par le secteur industriel du Québec. Et donc là, vous voyez toute une panoplie de partenaires, le CTTEI, Polytechnique, le CIREG, l'Institut EDEC qui n'existe plus, mais qui continue d'exister à travers un institut à l'ETS. Si vous voyez, tous les graphiques que j'ai pris viennent de ces deux documents-là et vous voyez le lien qui peut vous amener au rapport. Mais simplement pour situer les émissions industrielles, ça a été mentionné, c'est effectivement environ 44% des émissions québécoises. Le transport, c'est aussi 44%. Là, vous voyez les chiffres de 2016 parce que ça vient du rapport que je viens de vous mentionner. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé depuis 2016. Donc, le portrait est sensiblement le même. Donc, en fait, en termes de gaz à effet de serre, le principal problème au Québec, c'est le transport. On le sait. Et après, on a l'industrie. Et là, vous voyez, l'industrie, c'est 44%, mais évidemment, ça, c'est en incluant le secteur des industries agricoles, donc les fermes, et de la gestion des déchets, l'industrie donc des matières résiduelles, qui sont importantes et qui, en général, ne sont sont pas toujours inclus dans les émissions industrielles, mais il reste qu'on parle d'une industrie agricole, on parle d'une industrie de la gestion des déchets. Donc, nous, on les a inclus là-dedans. Les bâtiments, c'est un 12% de nos émissions. Si on se focus évidemment sur l'industrie, on peut voir, et ça a été mentionné à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas que des émissions énergétiques, mais il y a des émissions non énergétiques dans le secteur industriel. Et que les émissions énergétiques, elles viennent essentiellement des produits pétroliers et du gaz naturel. Donc, vous voyez sur la gauche de ce graphique de type 5i, on voit que c'est environ 7 millions de tonnes qui viennent du gaz naturel et 7 millions de tonnes des produits pétroliers. Mais il y a énormément d'émissions non énergétiques. Donc, c'est dominé par l'agriculture, le méthane et le protoxyde d'azote, le N2O, qui vient des engrais azotés qui sont nécessaires pour l'agriculture industrielle. Ça nous amène le N2O et puis le CH4, le méthane, vient essentiellement des bovins et de la gestion des fumiers dans l'agriculture. Donc, on voyait dans l'agriculture des très grosses parts d'émissions non énergétiques. En aluminium, et je vais parler un peu de l'aluminium, il y en a aussi énormément. Le secteur des ciments, vous le retrouvez là dans l'ordre en 1, 2, 3, 4, 5e. On en a beaucoup parlé, mais vous voyez un peu la proportion des non énergétiques par rapport à l'énergétique. Et on a une panoplie de secteurs. Donc, je ne veux pas, je veux pas enlever de la pression et des besoins d'amélioration dans le secteur du ciment et du béton, mais on le voit, il y a beaucoup de secteurs industriels dans lesquels il faut agir. En fait, en premier lieu dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, si on voulait agir à ce niveau-là, ça serait au niveau de notre alimentation qu'il faudrait agir, parce que c'est essentiellement les protéines animales qui sont à la source des besoins en engrais, en agriculture intensive pour des céréales et en élevage pour avoir des produits laitiers et de la viande. Mais ce n'est pas de ça surtout dont je vais vous parler. C'est de différentes stratégies qu'on peut utiliser pour réduire les émissions dans le secteur industriel. Donc là, vous revoyez un peu un panorama des types d'émissions énergétiques, non énergétiques dans différents secteurs. Et vous voyez en haut, fonte et affinage non ferreux, ça c'est le secteur de l'aluminium, et donc c'était représenté au 5i précédent. Mais les émissions non énergétiques sont importantes. Ce qui nous amène donc à devoir réfléchir au-delà de l'électrification, au-delà d'une transition énergétique. Il faut aller plus loin que simplement une transition énergétique. Il faut des actions plus larges, des procédés industriels, mais des nouveaux procédés industriels, mais il faut aussi réfléchir de manière plus large. Alors, pour
comprendre comment est-ce qu'on peut agir dans le secteur industriel. Et ça a été mentionné un petit peu chez Grémont, on a géré l'énergie et les processus. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est à l'intérieur de la boîte. Le plus central, c'est bien gérer l'énergie, bien gérer les processus. Donc comme ça a été fait chez Grémont, enlever les équipements les moins efficaces, utiliser des sources d'énergie renouvelables, donc pour lesquelles les émissions ne vont pas compter dans les inventaires et ne seront pas soumises au prix et à une tarification du carbone. Donc ça, c'est ce que toute usine peut faire dès aujourd'hui et il y a de l'amélioration dans les processus qui peut être effectuée. On a au niveau des technologies, on peut repenser des nouvelles technologies, améliorer des procédés et là, donc là, c'est pas au niveau du quotidien ou de la semaine, mais c'est bien plus mettre en place des nouvelles technologies. Donc, on a des efforts plus fondamentaux à réaliser. Et de manière encore plus large, on peut penser à une refonte des écosystèmes et à de l'économie circulaire bien plus grande pour justement repenser sur tout le cycle de vie de nos produits, leurs usages, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un écosystème industriel. Et ça, c'est évidemment une pensée qui ne peut pas être prise uniquement par un acteur industriel seul. Il faut qu'il y ait des associations intersectorielles, il faut que les gouvernements s'en mêlent, il faut qu'il y ait des incitatifs structurels pour faire progressivement évoluer les industries vers des écosystèmes beaucoup plus intégrés avec beaucoup plus de symbiose industrielle pour justement valoriser des déchets, minimiser des rejets non désirés ou les valoriser. Et donc, au niveau de cette refonte des écosystèmes et d'économie circulaire, les collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui se sont beaucoup plus penchés que moi sur les stratégies de circularité pour réduire les GES, eh bien, ils se sont penchés essentiellement sur trois grands secteurs au Québec. L'aluminium, je l'ai mentionné, c'est le plus gros secteur industriel d'émissions de gaz à effet de serre. Le ciment-béton, on en a parlé. L'acier, c'est aussi un secteur extrêmement important. Dans chacun de ces secteurs-là, il y a des stratégies d'optimisation. Comment optimiser les procédés en acier, hydrogène pour la réduction de l'oxyde de fer pour avoir du fer pur. En aluminium, c'est des optimisations dans les procédés, encore une fois, anode inerte, dont on parle beaucoup, la technologie Elysis qui pourrait être, qui devrait être déployée dans les années à venir. De l'efficacité énergétique qui peut être faite dans le ciment-béton aussi. L'écologie industrielle, eh bien là, on peut valoriser les chaleurs résiduelles en aluminium et aussi dans le ciment-béton, où ça pourrait être fait dans certains cas, mais c'est pas mentionné ici. Mais vous voyez, il y a certaines valorisations, il y a les combustibles alternatifs qui ont été mentionnés, il y a les stratégies en fin de vie qui sont extrêmement importantes, surtout dans les aciers, parce que nous, même si on a l'impression parfois qu'on fait beaucoup de recyclage au Québec et qu'il y a beaucoup d'améliorations. On a des taux de recyclage qui sont extrêmement bas et il y a des places à l'amélioration de manière extrêmement importante. Et il faut évidemment aussi agir sur la demande parce que ça a été bien établi. Il y a souvent des surspécifications qui font qu'on utilise trop d'acier, trop de ciment dans nos ouvrages, dans nos infrastructures. C'est évidemment, ça amène un niveau de sécurité supplémentaire ou du moins un sentiment de sécurité supplémentaire. Mais d'après les études, et c'est pas moi qui ai fait ces études-là, donc vous pouvez avoir peut-être davantage confiance que si c'était moi qui les avais fait sur la surspécification. Ça a l'air bien établi qu'il y a surspécification dans beaucoup d'ouvrages et donc on pourrait enlever une partie de l'acier, une partie du ciment dans des ouvrages. Évidemment, dans l'acier, tout l'allègement des véhicules, l'allègement des usages des véhicules dans les stratégies de circularité, il faut vraiment penser très large et penser à l'usage. Et donc l'allègement des véhicules, l'autopartage pour réduire la demande de véhicules, mais on parle d'autopartage, c'est aussi au niveau des camions une mutualisation bien plus grande des camions devrait être réalisée parce que on a en fait beaucoup de camions vides et de voitures vides qui circulent sur les routes et donc qui en fait amènent une demande en matériaux, notamment acier, bien plus grande que nécessaire. Dans le rapport, et je sais que j'ai dépassé mon temps, donc je vais conclure rapidement, mais dans le deuxième rapport sur le potentiel de réduction des GES, on a quantifié pour le Québec quelles seraient les émissions directes qu'on pourrait réduire. Le plus gros secteur, c'est au niveau de l'aluminium, ça serait les anodes inertes
qui permettrait donc d'éviter l'utilisation d'anodes de carbone qui aujourd'hui sont essentiellement importés, mais qui sont soit issus du charbon ou du coke de pétrole pour faire des anodes pour l'aluminium. C'est 4 millions de tonnes qu'on pourrait enlever. Et vous voyez, après, il y a toute une série de réductions qu'on pourrait obtenir à travers différentes actions si de circularité. Et évidemment, à chaque fois qu'on réduit directement, ben, il y a des émissions indirectes en amont et en aval sur différents usages parce qu'on réduit par exemple, la réduction, l'allègement des véhicules qui est tout en bas, là, les actions sur la demande. Si on allège des véhicules, eh bien, c'est indirectement qu'on va réduire les émissions parce qu'on va avoir des véhicules plus légers qui vont consommer moins de carburant et donc on va avoir des réductions d'émissions à ce niveau-là. Donc, je voulais simplement illustrer, mais je ne vais pas passer de temps là-dessus, sur de faire de l'acier sans CO2, c'est possible. Même chose pour l'aluminium. La technologie des anodes inertes, eh bien, ça vous permet justement, là, vous voyez le processus de faire la réduction de l'alumine sans avoir à utiliser une anode carbonée. Et je vous remercie pour l'attention. J'ai légèrement dépassé mon temps, mais je pense que ça va être correct. Merci beaucoup. Et tu es encore en mute, Marie-Luc. Merci beaucoup. Oui, c'est effectivement tout à fait correct. À vous trois, vous avez respecté le temps, donc beau travail d'équipe. Je vous réinvite, vous toutes et tous qui êtes dans la salle, à nous envoyer des questions, à penser à des choses que vous voudriez pouvoir demander à nos panélistes. Mais dans l'entremise, je vous propose 2 ou 3 questions selon le temps qu'on mettra à y répondre. En commençant, j'ai envie de vous ramener sur le rôle de la science, puisqu'on a ici William qui travaille sur certaines des technologies qu'a évoquées Pierre-Olivier, mais on a aussi Pierre-Olivier qui est davantage ancré en sciences sociales ici. Donc, le rôle de la science, des sciences, sur tout le spectre des disciplines ici. Quel est ce rôle-là pour penser, implémenter des leviers efficaces pour appuyer le secteur industriel, mais aussi peut-être les autres acteurs autour? Donc, c'est une question bien large. Pour l'ancrer un petit peu davantage, j'aimerais vous entendre sur les promesses qui sont souvent associées aux sciences, aux technologies, à ce piège-là qui, en ce moment, nous engage à investir énormément dans certaines technologies, dans certaines choses, puis à empêcher un retour en arrière. Comment est-ce qu'on pondère ça dans chacun de vos univers? Madame Hood, ça prend une autre forme un petit peu peut-être. Comment est-ce qu'on gère les promesses des scientifiques? Bref, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question-là? On peut peut-être commencer par William, puisqu'il est dans l'univers du béton, et puis après, on ira vers vous deux. Ben, oui, c'est une question très intéressante. Je pense que ben, c'est sûr que d'un point de vue sciences et ingénierie ou sciences je veux dire pas sociales ou du matériau, sciences du matériau, ben, je dirais pas que je suis pas certain si la science et l'ingénierie, c'est un levier, mais c'est la science et l'ingénierie des matériaux qui développent les outils pour pouvoir euh, faire des transitions. Donc, ça peut un peu toujours été le cas. Le, les technologies répondent aux besoins de la société, puis de nos jours, le besoin le plus criant, c'est les changements climatiques. Donc, on a des solutions qui existent depuis un certain temps, puis depuis quelques années, ben, ces solutions-là sortent au niveau de l'industrie. Il y a une volonté des donneurs d'ouvrages d'adopter ces solutions-là. Puis là, ça devient assez intéressant de gérer comment on va faire pour être le plus efficace ou pour pas faire de fausses promesses ou pas tomber dans certains pièges. Donc, effectivement, le, bon, un peu comme je disais précédemment, on doit agir sur plusieurs fronts. Fait que je ne crois pas que euh, il faut, à ce moment-ci, refuser trop certaines technologies. On peut choisir par quoi on commence. Puis je pense que ça va se faire relativement bien si le vrai levier pour le changement, en fait, c'est si les organismes publics se mettent à imposer certaines restrictions pour leur approvisionnement. Puis, c'est un peu ça qui va être le levier pour adopter différentes technologies le plus rapidement
au niveau industriel. Puis assez rapidement, les bonnes technologies vont se distinguer des moins bonnes. Je ne veux pas cibler certaines technologies ou autres, mais quand on va se mettre à le mettre en place, ce qui est connu ou moins connu ou va ressortir assez rapidement, puis certaines technologies vont se retrouver à être beaucoup efficaces, beaucoup plus efficaces, et donc celles qui devront être. Je ne sais pas si ça Merci, répond merci, très bien à la William. question, mais Ben oui, ben non, mais on voit poindre à l'horizon le réglementaire, l'enjeu du choix des technologies qu'on priorise aussi, l'incertitude peut-être de ces outils-là qui nous permettent de choisir un plutôt que l'autre. Bref, je vous relance peut-être la question. Claudia, peut-être, auriez-vous des avis sur du point de vue là, de l'industriel? Oui, moi j'ai un background, j'étais à la direction d'une usine, celle qui est située à Bedford, et il y a beaucoup de pression sociale, effectivement, de la part des citoyens qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, puis dans combien de temps vous allez le faire. Et effectivement, les solutions ne sont pas identifiées, les solutions ne sont pas simples à mettre en place. Donc, j'ai fait moi-même certaines recherches avec des collègues pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis aller un peu plus vite. Puis dans les applications, tout est encore dans la phase de recherche et nécessite beaucoup de capital à investir pour les mettre en œuvre. Donc, juste là, c'est un obstacle à les réaliser. Puis ce que M. Pinault disait, c'est vrai, il faut s'associer avec les gouvernements, avec des centres de recherche et les industries pour que tout le monde, on y arrive ensemble puis qu'on trouve des belles recherches, des belles solutions. C'est ce que je voulais voir. Moi, dans mon rêve le plus fou, j'aurais aimé avoir de l'hydrogène fabriqué à base d'électricité, recombiné avec le CO2 qui sortait de la cheminée pour refaire un nouveau gaz naturel. Et là, ça aurait été fantastique, mais honnêtement, j'aurais ruiné la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, ce n'est pas possible actuellement. Ce qu'on fait présentement, c'est vraiment qu'on utilise le fonds vert. Il y a des sous qui sont disponibles et on a demandé des subventions pour faire une étude sur les technologies émergentes qui pourraient s'appliquer dans l'immédiat. Mais la science Super. est essentielle, il faut continuer la recherche. Oui, c'est ça. Puis on entend bien ici là, que oui, ça coûte cher, puis donc la priorisation est importante. Il y a des parcours, des dépendances de parcours qui se construisent à travers ça. Pierre-Olivier, qu'est-ce que vous auriez comme écho par rapport à cette question? Moi, je pense qu'il faut effectivement miser sur la science parce qu'on a plein de solutions à aller chercher, mais il faut aussi être très réaliste. Et malheureusement, on a tendance à se dire, ah, les solutions scientifiques ou les solutions techniques vont venir résoudre nos problèmes. Et elles vont faire partie de la solution, mais il faut surtout pas penser qu'elles vont résoudre tous nos problèmes, parce que c'est pas possible de voir notre trajectoire actuelle d'industrialisation, de consommation d'énergie, de mode de vie, et de se dire qu'on va trouver des solutions techniques à tous les enjeux environnementaux et même sociaux qui sont créés au long de cette longue chaîne de valeur de tous les produits qu'on utilise. Donc, il faut absolument agir aussi sur la circularité, la réduction de la demande, le recyclage, la réutilisation. C'est essentiel et c'est malheureux. Et c'est ça qui est malheureux parfois, c'est quand on met de l'avant les solutions technologiques, on a l'impression que ces solutions technologiques nous permettront d'éviter des remises en question qu'on doit se poser, tant dans nos modes de fonctionnement économiques que nos modes de consommation individuels. Donc, on a des très grands efforts à réaliser collectivement pour nous réorienter vers des modes d'aménagement du territoire qui nous amènent à une plus grande sobriété pour avoir moins de besoin d'infrastructures que William a très bien présenté. Mais on sait que si on a besoin de tant d'infrastructures, c'est parce qu'on occupe le territoire de manière extrêmement intensive et ça, malheureusement, ce n'est pas possible. On sait, pour la protection de la biodiversité, il faut que les humains aient une empreinte territoriale bien moins grande pour redonner à la nature des espaces sauvages, pour avoir davantage de donner plus d'espace aux écosystèmes, à la biodiversité, pour respecter la nature. Et ça va demander, si on arrive à justement, les humains, si on arrive à se reconcentrer, avoir des densités de population qui ne sont pas effroyables, mais qui sont simplement
plus à l'image de ce qui est durable pour la nature et les sociétés humaines. Mais ça va nous amener à avoir besoin de moins de matériaux et donc avec à la fois des besoins moindres et des solutions techniques qui vont nous permettre de faire ces matériaux-là et ces produits-là avec une plus petite empreinte carbone, eh bien, on peut réussir le défi. Mais c'est avant tout, moi je dirais, le défi, c'est pas un défi technologique, parce que les technologies, puis William les a présentées, on en a une panoplie qui permettent de faire des choses. C'est avant tout un défi d'organisation économique, sociale et individuelle. Il faudra accepter de consommer différemment, pas moins, mais mieux, consommer vraiment mieux pour justement réduire notre demande et que, ultimement, la réduction de la demande et que les améliorations technologiques nous amènent au gain qu'on vise. Marie-Luc, tu es encore en... Je suis désolée, je suis trop dans le fil de la conversation. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pose une dernière question avant d'en venir à notre première question du panel. On continue dans la même voie. Vous voyez qu'on a pris une hauteur par rapport à l'enjeu. Bien sûr, il y a la réduction de la demande, tout le travail sur les usages, cette dimension très structurelle de nos sociétés qui vient d'être abordée. Maintenant, il y a aussi une dimension de ça qui touche aux industriels. Puis là, j'aimerais bien vous entendre, vous trois, en fait, sur la question des choix des matériaux en soi. Pour un certain usage, pensons au bâtiment pour William ou les usages béton-ciment ou les usages de la chaux-vive, il y a souvent des substituts possibles, mais tous ces matériaux-là sont associés à des lobbies matériaux. Comment est-ce qu'on pense la compétition entre les matériaux pour en venir à des solutions plus systémiques, plus meilleures sur le plan systémique, alors que ces dynamiques sociales-là de compétition sont pas évidentes à contrer, constituent un obstacle. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, dans chacun de vos domaines là, sur cette question-là? Ben, Allons-y avec... oui, allez-y, Claude. Ben, ce que ça me fait penser, c'est la fuite de carbone. Parce que, à mon avis, la chaux-vive est un des produits chimiques les plus abordables parce qu'il y a très peu d'ingrédients, puis le procédé reste simple. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est la législation, les normes, être un bon citoyen corporatif, tout ça finit par s'exprimer dans le prix et le coût. Puis c'est comme ça qu'elle fonctionne, notre société, c'est qu'on fait faire 3 soumissions, on choisit la moins chère et c'est le produit qu'on va choisir. En tout cas, ça fonctionne comme ça pour nos clients. Et un jour, on s'est fait, ben, je ne dirais pas voler, là, parce qu'on a perdu le contrat pour une entreprise qui venait de la Turquie. Et en Turquie, ils ont livré de la chaux-vive en bateau. Il était moins cher de la livrer de Montréal à Terre-Neuve en bateau à cause des normes du fleuve Saint-Laurent, à cause de toutes sortes de choses. Et on ne sait pas non plus les normes là-bas, quelles sont les lois pour émettre pour émettre du CO2, des gaz à effet de serre. Donc, ce que vous me dites pour les remplacements substituts, oui, c'est certainement possible, mais ça demeure le prix qui est le principal guide pour choisir les ingrédients dans nos procédés parce que ça se traduit après ça pour le produit fini et le consommateur. Donc, on touche à un obstacle important ici. Allons-y avec Pierre-Olivier. On va terminer avec William. Oui, ben, je pense que pour les choix, il faut que le critère de CO2 soit pris en compte et il l'est jusqu'à un certain point aujourd'hui avec le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission qu'on a au Québec. Et donc les matériaux qui sont plus intenses en CO2 sont pénalisés parce qu'ils doivent se procurer des droits d'émission. Mais évidemment, les matériaux importés ne sont pas assujettis à ça. Et alors, il faut absolument qu'on ait des ajustements à la frontière pour ne pas qu'il y ait de compétition déloyale et que si on utilise des normes au Canada pour
pour favoriser les matériaux à plus faible empreinte carbone, et bien que justement ce que Claudia vient de mentionner, que s'il y a des importations qui ne sont pas sujettes à ça, eh bien qu'elles soient tarifées à la frontière pour ne pas défavoriser les industries canadiennes par rapport à ça ou celles qui se soumettent à des normes importantes. Mais ultimement, c'est ce critère-là que la tarification du carbone permet de faire, qui est pas facile à déployer parce que c'est évidemment des contraintes supplémentaires au niveau des industries, des coûts supplémentaires, et comme c'est une compétition mondiale dans bien des cas, c'est difficile à mettre en œuvre. Mais je crois que même si c'est difficile à mettre en œuvre, c'est la voie à suivre. Il faut regarder le contenu carbone, le tarifer, ajuster à la frontière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de compétition déloyale. C'est ce que l'Europe commence à déployer, des ajustements à la frontière pour les produits importés qui ne sont pas assujettis à des tarifications du carbone équivalentes à ce qui se passe en Europe. C'est ce que le Canada et le Québec devraient faire. Évidemment, ça serait mieux de le faire en collaboration avec les États-Unis, mais bon, comme on le sait tous, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même la voie à suivre à long terme. Merci beaucoup, Pierre-Olivier et William. Dans ton domaine, là où il y a beaucoup de matériaux qui peuvent servir à construire un bâtiment qui compétitionne avec le béton, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut penser cette perspective-là plus systémique, alignée vers une décarbonation de l'industrie? Je crois que c'est une question qui est un peu complexe, possiblement hors de mon champ de compétences, mais je peux quand même ajouter certains éléments. Premièrement, je veux dire que j'aime bien la discussion parce qu'il y a vraiment différents points de vue. Puis même si je présente des solutions, je suis pas contre l'idée qu'en fait, même avec n'importe quelle solution technologique, si on se met à utiliser de plus en plus de matériaux, on va pas y arriver. Il faut qu'on ait une certaine sobriété de l'utilisation des matériaux, c'est l'exemple, mais de l'utilisation d'un peu tout, en fait. Puis que, bon, c'est assez compliqué tout ça. Il y a les tarifications, les ajustements à la frontière, c'est bien. Il y a toute cette histoire du plus bas soumissionnaire puis du coût, qui effectivement peut être en fait, est une limitation au développement de certaines, ou au déploiement de certaines technologies. Mais je pense que euh, face à ça, les organismes publics ont leur rôle à faire. Oui, la normalisation, mais aussi en termes de donner l'exemple. Fait que le, la compétition entre les différents producteurs, si les différents producteurs produisent des matériaux décarbonés, ben, c'est tel que tel, dans le sens que c'est bien qu'il y ait une compétition, ça va faire réduire le prix. Puis s'il y a suffisamment de demandes, il va y avoir plusieurs producteurs qui vont se mettre à produire la même chose. Si c'est un marché qui est juste et qui ne favorise pas la délocalisation des émissions, ça m'apparaît quelque chose de relativement positif à moyen terme. C'est sûr qu'à court terme, il y en a certains qui vont euh, sortir comme gagnants parce qu'ils vont être capables de plus rapidement mettre en œuvre une technologie qui va, par exemple, couper les émissions plus que les autres. Mais à moyen terme, les autres vont euh, éventuellement pouvoir suivre puis s'ajuster. Peut-être un ou deux éléments que j'aimerais ajouter. Puis, ça recoupe un peu ce qui a été dit sur éviter la surspécification. Puis, on est dans une industrie qui est très conservatrice. Ça fait longtemps qu'on fonctionne de la même façon. Puis, tout ça, c'est pour des enjeux de sécurité. Donc, on est habitué à un mode de fonctionnement qui, oui, est basé sur le plus bas soumissionnaire, mais qui est aussi encadré par euh, des normes assez bien définies, basées sur une expérience de centaines d'années. Ben, maintenant euh, qu'on n'aura pas vraiment le choix, en fait, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce que les émissions elles sont trop importantes. Donc, il va falloir que certaines personnes prennent la responsabilité de, d'adopter des matériaux qui sont, on va dire, pas encore normés ou en développement. Puis, à partir de ce moment-là, c'est sûr que la dynamique va changer parce que c'est pas toutes les entreprises qui vont être prêtes à prendre cette responsabilité. Certains donneurs d'ouvrage vont pouvoir la prendre. Il y a tout cet aspect-là qu'il va falloir considérer. Euh, si on fait le plus bas soumissionnaire, mais qu'après on a la responsabilité du matériau, puis qu'on n'est pas capable de, de s'assurer que ça fonctionne bien, puis on n'est pas plus avancé. Fait que certains ne vont pas nécessairement aller vers des prix plus bas si cet aspect de responsabilité-là est revu euh, dans une optique où on ne peut pas aller à la vitesse où on est allé dans les dernières années, il faut aller beaucoup plus rapidement et là, la dynamique n'aura pas le choix de changer. Après, c'est un peu
en dehors de mon expérience très technique, mais c'est un peu l'idée de ce qu'on veut faire, rassembler des gens des différents domaines pour favoriser ce genre de changement-là. Venir avec des solutions technologiques, mais aussi s'assurer qu'ils peuvent être mis en œuvre dans un contexte où plusieurs seront gagnants. Merci, William. Oui, effectivement, donc la dimension transformation sociétale et tout qui est aussi liée à la chose. Je propose d'accord, donc je lisais les instructions de nos guides ici. Donc, une dernière question, chers panélistes, je vous inviterai à y répondre un petit peu plus brièvement pour qu'on puisse passer à la salle ensuite. On a touché à la question de l'hydrogène vert. C'est quelque chose qui est passé à découverte il n'y a pas si longtemps. On touche ici à cet univers des solutions les plus prometteuses, puis ça boucle la boucle avec ma première question, la question des promesses. Comment est-ce que chacun à votre façon, vous envisagez des questions comme celles des questions les plus prometteuses quand on est par exemple face à l'hydrogène vert et puis à ce dilemme-là, peut-être qu'on ressent dans l'industrie de savoir qu'est-ce qu'on choisit ou pas parce que ça coûte trop cher, mais ce serait meilleur. Comment est-ce que vous iriez, là, vous plongeriez dans la question de ces solutions les plus prometteuses et de l'hydrogène vert pour le Québec en l'occurrence? Ben, Oui, allons-y je avec vais, Pierre-Olivier, pardon, oui. non, je vais commencer, mais j'ai pas de. Moi, je vais avoir une solution un peu d'économiste là-dessus où je dis il faut qu'il y ait un cadre très rigide que le gouvernement nous donne pour dire on a des plafonds d'émissions, on a un budget carbone qu'on ne peut pas dépasser. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Mais une fois qu'on est clair sur le cadre, il faut laisser un petit peu les acteurs faire les choix et se dire ok, moi je fais le pari de et c'est pas au gouvernement. On peut pas faire un vote démocratique pour dire chaque personne moi je vote pour de l'hydrogène vert à tel endroit ou laisser un ministre choisir, ben, ça va être ça à tel endroit. Je pense que le gouvernement doit donner un cadre très clair, qu'on doit expliquer à la population qu'il y aura des changements réalisés, mais qu'après, il faut aussi laisser le marché faire l'investissement et se dire, OK, c'est ça qu'on va faire, et, parce qu'on, et analyser la situation. Dans un cadre clair, aujourd'hui, le cadre n'est pas assez clair et la population n'est pas assez informée. Donc ça, c'est la priorité. Mais une fois qu'on a ce cadre, qu'on aura ce cadre plus clair et qu'on aura dit à la population qu'il y aura des changements à réaliser, que nos modes de vie ne sont pas durables tels quels, eh bien là, on peut, à partir de ce moment-là, laisser des acteurs économiques faire des investissements et laisser ceux qui ont les meilleures solutions émerger. Parfait, super. En quelques mots, peut-être Claudia, ensuite on terminera avec William. Ben, oui, ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'était dans mes rêves les plus fous. Moi, je pense que c'est très prometteur, mais que le capital exigé est très important. Je ne connais pas les solutions les plus prometteuses, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est que des changements fondamentaux dans la façon de consommer de tous les citoyens doivent être apportés parce que les entreprises sont là pour subvenir à des besoins que la société a. Et si ces besoins-là ne changent pas, ben, ça va être difficile de faire changer l'industrie. Euh, c'est mon opinion. Excellent, mais je vous remercie beaucoup. William, en quelques mots, quelque chose à ajouter? Oui, ben en fait, bon, l'hydrogène vert, je n'irai pas dans cette direction-là, mais en termes de quelle solution choisir, je pense qu'il faut aussi pas tout miser sur la même solution. J'ai présenté différentes solutions qui sont en développement, qui s'en viennent ou autres. Puis en fait, une chose que j'ai peut-être pas dit, mais c'est que euh, pour l'instant, on pourrait utiliser les mêmes matériaux pour plusieurs applications, mais les mêmes matériaux qui n'ont pas du tout les mêmes, qui n'ont pas nécessairement des spécificités pour chacune des applications. Fait que ce qu'on pourrait être porté à faire, ou ce qui serait une bonne idée de faire dans le futur, c'est en fait d'adapter le matériau à l'application. C'est déjà fait, mais à un autre niveau. Parce qu'il y a certains types de liants cimentaires, par exemple, qui vont avoir des très bonnes propriétés pour une application, mais pas pour d'autres. Alors, dans la question, quel matériau serait le plus efficace, mais il n'y a pas une seule réponse. C'est vraiment une panoplie de solutions. Puis l'idée, c'est d'être le plus efficace dans notre choix de quelle solution pour quelle application précise. Donc, c'est quelque chose à ajouter sur ça. Mais oui, très pertinent. Merci beaucoup, William. Donc, on en est à la salle. On a une première question qui nous vient d'Anaël, je crois. Anaël, je vous invite à prononcer votre questionnement au micro.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour les belles présentations. Bon, c'est un sujet qui a quand même été un petit peu abordé là, dans la dernière question, mais je voulais peut-être revenir sur les différentes stratégies de circularité qui ont été présentées par M. Pinault. Je me demandais, est-ce que vous avez l'impression que certaines sont plus prioritaires? Parce que dans ma tête, agir sur la demande, donc limiter la production, est-ce que ça serait pas plus efficace finalement que de travailler sur des stratégies d'optimisation? Je parle en termes de priorisation. Oui, oui, je pense que absolument, en termes de priorisation, c'est très, très clair qu'il faut agir sur la demande. C'est notre problème sociétal. Là, on l'a mentionné, mais on surconsomme. On a des problèmes de sites d'enfouissement technique qui débordent de déchets et on ne sait pas quoi faire avec, comment les gérer. Et ça, c'est un petit peu la manifestation, une des manifestations de notre surconsommation. Donc, c'est évident qu'il faut agir sur la demande de façon beaucoup plus agressive pour pouvoir, parce que c'est la seule chose qu'on peut réduire de manière assez rapide, parce que les technologies, comme l'a dit Madame Hood, là, ça ne se déploie pas rapidement. Il faut d'énormes capitaux et donc il faut avant tout réduire la demande pour pouvoir après mieux comprendre c'est quoi les éléments résiduels qui vont rester et qui sont nécessaires. Mais là aujourd'hui, on est dans une surabondance et dans une économie linéaire là d'extraction et d'usage et de débat. On se débarrasse des objets euh, qui n'a pas de sens et qui est extrêmement coûteux, qui n'est pas productif et en fait qui nous appauvrit directement et directement de nos portefeuilles et directement au niveau de la nature parce qu'on appauvrit la capacité de la nature à accueillir des êtres humains et d'autres espèces à l'avenir. Et ça, c'est un appauvrissement fondamental qu'on accélère par nos modes de consommation actuels. Merci beaucoup. Est-ce que William ou Claudia, vous vouliez rebondir sur la question d'Anaël ou on passe à une autre question? Je vais passer mon tour, merci. On peut passer à Excellent. autre chose. Est-ce que... Pardon, William? Oui, on peut passer à une autre question, hein. OK. Euh, alors, Je suis Jennifer, d'accord. je vois pas d'autres questions dans le chat, mais y en a-t-il dans la salle qui voudrait prononcer une question? Sinon, moi, je vous en propose une autre rapidement dans l'entremise. Je donne quelques secondes à la salle pour se manifester. Rien encore. Alors, je vous relance sur peut-être notre dernière question, en l'occurrence. Il nous manque quelqu'un autour de la table aujourd'hui, un personnage, peut-être plus qu'un, de toute évidence, mais on renvoie beaucoup aux politiques, aux réglementaires pour la réduction de la demande. On s'entend tous ici sur ce fait-là. Euh, mais là aussi, on sait que c'est pas si simple. D'une part, du côté du petit consommateur, des ménages, c'est pas toujours facile vis-à-vis des dépendances de santé, des structures sociales de nos sociétés, d'agir sur les comportements au quotidien qui vont être plus responsables puis qui vont aider ces industriels-là à peut-être jouer leur rôle. Les industriels ont besoin en anglais, on dirait un level playing field, hein, un jeu, terrain de jeu bien nivelé pour pouvoir agir et ne pas souffrir des surcoûts associés à. Maintenant, pour le politicien qui n'est pas présent aujourd'hui ou la politicienne, les gens qui doivent rédiger ces politiques publiques-là, donc je parle de deux rôles en même temps, si vous étiez ces gens-là, qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire? Qu'est-ce qui est réaliste depuis la perspective d'un rédacteur ou d'une rédactrice de politique publique, mais peut-être encore davantage d'un politicien dans l'univers qui est le nôtre aujourd'hui? Mais c'est pas facile. Ce qui limite, c'est ils veulent se faire élire les politiciens. Alors, ce qui limite, c'est la maturité sociale que nous avons à accepter des messages de changement. Et il semble qu'on a une très faible maturité quand il s'agit de changer. Eh bien, on est très réfractaire. Par exemple, la consigne, juste la consigne qui n'avait pas évolué depuis 20 ans, mais ça a pris un temps fou pour pouvoir améliorer, faire en fait, ce qui sera qu'une minuscule amélioration, même si c'est majeur pour la consigne. On passe de 5 cents à 10 cents. On étend un petit peu les types de bouteilles qui vont être assujetties à la consigne, mais c'est ralenti, tout est lent et les gens n'embarquent pas. Alors, il faut mettre la pression sur les politiciens pour qu'ils soient plus ambitieux, mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de résistance sociale au changement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer et dire aux gens en fait qu'on s'en va dans un cul-de-sac et qu'on peut l'éviter et qu'on peut améliorer notre qualité de vie en se donnant les moyens de changer. Mais que c'est un cercle vicieux un petit peu entre l'inertie sociale et le manque d'ambition des discours des politiciens.
Que vous vouliez rebondir là-dessus, Claudia, William? Ben, j'aime beaucoup ce que M. Pinault vient d'exprimer. C'est effectivement, puis là, ce que ça me disait, parce que moi, en fait, c'est que je vivais, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'était une pression sociale que la compagnie ou l'industrie devait changer. Mais je ne suis pas certaine que les gens font le pont entre ce que l'industrie émet et ce que la société consomme. Et si on était capable de démontrer une relation directe, euh, mais, mais quand on pousse cette réflexion-là jusqu'au bout, là, est-ce qu'on va aller jusqu'à limiter le nombre de voitures pour une résidence? Est-ce qu'on va devenir... C'est un enjeu très important. Si on met des règlements sur la consommation, doit-on limiter? Puis là, ben, il y a tout un aspect social, il va y avoir une révolution, là, mais c'est vraiment un enjeu qui, qui- En tout cas, je m'excuse, c'est pas la compagnie qui parle, c'est moi-même, mais c'est une réflexion qu'on doit faire jusqu'où on doit aller pour limiter les gens de consommer ou de limiter leur consommation. Mais c'est très intéressant. Puis, William, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter ou je relance sur cette même thématique? Ben, je peux ajouter un petit quelque chose. En fait, c'est sûr que bon, je suis pas politicien, puis j'ai choisi une autre direction. Mais je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, à quel point certaines décisions ont des impacts majeurs dans l'industrie qui est capable de faire des changements. Dans l'industrie des ciments et béton, on le voit en Europe où les règles sont beaucoup plus strictes. Puis, assez rapidement, le, le, la volonté est passée on va dire des politiciens aux industriels, puis les solutions arrivent sur le marché. Puis, fait que je pense que c'est d'avoir cette volonté ou cette vision à long terme ou de oser que ça coûte légèrement plus cher. Puis des fois, c'est pas beaucoup plus cher. C'est juste un tout petit peu plus cher. Euh, puis on impose, par exemple, des limites CO2 par mètre cube de béton. Ça se fait par exemple, en France. Ils ont des limites. Tu peux pas mettre n'importe quel béton. Puis le critère, c'est un des critères, en plus des critères de performance typiques, c'est les quantités de CO2. Puis je pense on n'a même pas besoin de créer ces modèles-là, ils existent. Il faut juste les adapter à notre réalité, puis avoir le courage politique, si on peut dire, de pousser ces idées-là. Intéressant, intéressant. On touche à la fin. Il nous reste 3 minutes. J'aurais envie de vraiment, plutôt que de faire un tour de table qu'on n'aurait pas le temps de faire, en quelques mots, relancer le propos de William vers vous deux. Dans le fond, la question, tout d'abord avec Madame Hood, est-ce que des industriels vivraient bien le fait de se faire imposer des normes très, très strictes dans la mesure où sont imposées à tous? Est-ce que c'est quelque chose qu'un politicien pourrait envisager de faire ici au Québec, à votre avis? Puis Oui, là, c'est tout à fait. international, c'est ça l'enjeu. Mais oui, vous seriez Oui, prêt, donc il y a une... On est là, prêt. il y a ouais, certainement, et il y a une fierté à le faire parce qu'on veut contribuer à rendre la société meilleure et on veut être un bon citoyen corporatif. Donc oui, en ayant l'assurance que c'est égal pour tous, tout à fait, l'industrie est d'accord pour ça. Et donc, ben, Pierre-Olivier, est-ce que c'est nos politiciens qui manquent de vision dans le sens où ils ne voient pas que tout pourrait être égal et donc que ce geste-là n'est pas si courageux en fin de compte? Je provoque un Mais peu, c'est c'est mon rôle. non, c'est vrai, mais c'est vrai que là, il y a sur certaines normes, c'est certain qu'il faut raffermir les normes, mais que c'est pas les. Et je suis d'accord avec Madame Wood là que c'est pas les industriels qui s'en plaindraient, mais forcément il y aurait une hausse des coûts et que là il y a après il y aurait une répercussion sur les budgets, sur le qui va payer quoi et que ultimement quand on sait que malheureusement on pense trop souvent que payer moins de taxes, payer moins cher c'est bien, alors que souvent c'est exactement le contraire. Notre qualité de vie, on la doit justement aux institutions et au gouvernement qui nous permettent d'avoir des infrastructures communes et des institutions communes qui sont payées à travers les impôts. C'est ça qui fait notre vraie richesse comme société, c'est l'éducation, la santé, le transport, qui sont des biens collectifs, c'est l'essentiel de notre qualité de vie. Euh, mais donc là, c'est malheureusement, ça reviendrait à devoir expliquer pourquoi la hausse des coûts est justifiée
Et là, ça devient un courage non pas face aux industriels, ça devient un courage face à ceux qui vont payer la facture et qui vont bénéficier des avantages. Mais trop souvent, on voit que la facture, on voit pas les avantages. Merci, c'est extrêmement intéressant. Et puis là, on pourrait réouvrir sur tout un débat autour de l'inéquité énergétique et de l'équité énergétique parce que ces coûts-là qui retombent vers nous tous, il y a dans l'angle mort l'enjeu des inéquités aussi dont il faudrait parler encore. Fait qu'on fera un autre panel. Merci beaucoup à vous tous. Ce fut très enrichissant dans la salle. J'espère que vous avez apprécié. Et qu'on vous retrouvera l'an prochain, la prochaine fois, en fait, au prochain Dialogue pour le climat. Mais merci encore une fois aux organisateurs aussi, là, Jennifer et tous les autres. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. Ça a été vraiment un plaisir. Merci Marie-Luc, merci Claudia, merci William. Merci, On peut Jennifer. s'en aller, là? Moi, je n'étais pas sûre. Comme... Oui, c'est oui, bon. vous pouvez tous, je tenais juste à vous remercier avant que vous quittez, mais oui, vous pouvez quitter, il n'y a Merci pas de pour souci. l'invitation. C'était À vraiment la super. prochaine. Merci à vous Merci d'avoir trois. À la accepté. prochaine. C'était Au vraiment revoir. intéressant, vraiment. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais.